La France, la Russie, les États-Unis, l'Union européenne et la Banque mondiale ont fermement condamné la recrudescence des violences et des exactions dans plusieurs localités de la Centrafrique à la veille des élections. Le G5+ demande l'arrêt immédiat et sans condition des offensives coordonnées en cours par des bandes armées et met en garde les auteurs de ces actes qui entravent sérieusement le déroulement normal du processus électoral, rappelant que leur responsabilité individuelle est engagée. 2 jours après le début d'une offensive des groupes armés, les tensions sont vives en Centrafrique où le gouvernement a accusé mercredi dernier François Bozizé, exclu du scrutin par la Cour constitutionnelle, de préparer un plan de déstabilisation du pays, tandis que l'opposition craint des fraudes massives aux élections. Le G5+ considère que les élections doivent se tenir le 27 décembre prochain dans le respect des délais constitutionnels et condamne toutes les manœuvres et tentatives d'engager le pays vers une nouvelle transition politique en violation de la Constitution centrafricaine, ont ajouté les signataires. Il a par ailleurs, dans le communiqué, réitéré son engagement à accompagner le processus électoral, notamment la campagne électorale en cours, et reste pleinement mobilisé aux côtés de celles et de ceux qui s'inscrivent dans l'état de droit pour la tenue d'élections présidentielles et législatives apaisées. La Centrafrique a été ravagée par la guerre civile après qu'une coalition de groupes armés à dominante musulmane, la Seleka, a renversé le régime de François Bozizé en 2013. Les affrontements entre Seleka et milices chrétiennes et animistes anti-Balaka avaient fait des milliers de morts. Le retour de l'état d'urgence inquiète les médias. Levé lors de la démission du gouvernement au mois d'août dernier, son rétablissement a été ordonné dans un communiqué par le Conseil national de transition. Un texte qui affirme que les autorités administratives compétentes sont habilitées à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature, des réseaux sociaux, ainsi que celui des émissions radiophoniques ou télévisées, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales, ce qui est inacceptable pour les journalistes. Nous ne sommes ni appelés, ni invités, ni informés. Et à travers les réseaux sociaux, on apprend des choses qui procèdent à des restrictions de liberté. Cela est inquiétant. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis rapidement. Donc nous pensons que vraiment, si c'est une erreur, d'accord. Si c'est un communiqué classique qui est sorti, on peut comprendre. Mais nous pensons que, au nom de la lutte contre la maladie à coronavirus, nous n'allons jamais accepter de qui que ce soit la remise en cause des libertés essentielles, notamment la liberté de la presse. Ce dimanche, le ministère de l'administration territoriale s'est défendu de toute visée liberticide de la part des autorités de la transition qui, selon un communiqué, n'ont fait que répéter les instructions déjà établies lors des précédents états d'urgence. Ce lundi a consacré la réouverture du dialogue politique en Côte d'Ivoire. Ce premier contact a duré un peu plus d'1 heure et a réuni les grands courants de l'opposition politique ivoirienne, à savoir le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire d'Henri Konan Bédié, le FPI, le Front populaire ivoirien de Pascal Affi-N'Guessan et la plateforme EDS, proche de l'ancien président Laurent Gbagbo. Tous étaient réunis autour du Premier ministre Ahmed Bakayoko. À leur sortie, du côté du gouvernement comme de l'opposition, tous se sont dit satisfaits de ce premier échange qui va dans le sens de l'apaisement politique après la réélection du président Alassane Ouattara à un 3e mandat le 31 octobre dernier, dénoncé par ses adversaires. Cette même crise politique a conduit à l'arrestation de plusieurs figures de l'opposition. C'est le cas de Pascal Affi-N'Guessan, toujours détenu, et de Maurice Kakou Gikawe, numéro 2 du PDCI, actuellement hospitalisé à Paris suite à des complications cardiaques durant sa détention. Le principal objectif de ce dialogue est d'abord de préparer les législatives prévues pour le premier trimestre 2021, avec le sujet toujours aussi brûlant de la commission électorale indépendante que les opposants définissent encore comme assujettis au pouvoir. C'est d'ailleurs le point qui a été abordé ce lundi, même si aucune des parties ne
ne livre de détails sur les échanges. Le directeur exécutif du RHDP, le parti au pouvoir, Adama Biktoko, affirme que toutes les commissions nécessaires à la poursuite du dialogue seront installées d'ici la fin de l'année. Mais au-dessus de cette échéance électorale, planent d'autres sujets présentés comme des urgences pour l'opposition, à savoir la libération de ses militants et cadres politiques comme préalable à tout dialogue. Un premier contact vient donc d'être réalisé en présence de tous les opposants. À voir dans quel sens vont évoluer ces débats dans les jours qui viennent. Le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme a remporté 1799 sièges de conseillers municipaux sur les 4246 sièges attribués dans les 266 communes du pays. Il est suivi du Mouvement national pour la société de développement MNST, parti du président défunt Mamadou Tandja, dirigé par Seyni Oumarou, et par le Mouvement patriotique pour la République NPR, du ministre de l'Agriculture Albade Abouba, qui gagne 356 sièges. Le Mouvement démocratique nigérien, parti d'opposition de l'ex-premier ministre Hama Amadou, obtient quant à lui 268 sièges. La Commission électorale nationale indépendante s'est contentée de livrer des résultats en nombre total de sièges au niveau national, sans préciser les résultats ville par ville. La CENI n'a pas encore donné de résultats pour les élections régionales tenues le même jour que les municipales. Ces élections locales repoussées à plusieurs reprises depuis 2011 précèdent le scrutin présidentiel du 27 décembre prochain. Parmi les autres partis, le mouvement patriotique nigérien de l'ex-chef de la diplomatie Ibrahim Yakuba a décroché 151 sièges, le parti Paix Justice Progrès de l'ex-chef de la junte le général Salou Djibo a remporté 146 sièges, et le Rassemblement démocratique et républicain RDR de l'ancien président Mahaman Ousmane, 139 sièges. De nombreux électeurs vivant dans des zones affectées par les attaques djihadistes qui frappent depuis 2015, l'ouest et le sud-est du Niger n'ont pas pu être enregistrés, selon la CENI. Dans chacune des 6 provinces du pays, les résultats présentés à la presse accordent au parti présidentiel la majorité absolue des voix, voire un score de 100% dans la province de Mahajanga, faute d'adversaires. La commission électorale s'est félicitée du bon déroulement du scrutin du 11 décembre, regrettant un seul incident dans un bureau de sud-ouest de l'île où 3 électeurs ont été surpris en possession d'un bulletin précoché. Le Sénat actuel est dominé par l'opposition, tandis que le gouvernement, l'Assemblée et d'autres institutions sont contrôlées par le parti au pouvoir. L'opposition avait décidé de ne pas participer à ces élections, considérant qu'elles ne respectaient pas le cadre légal. Les sénateurs sont élus au suffrage indirect par de grands électeurs. Ce collège électoral constitué des maires, chefs de région et des provinces doivent être élus avant de procéder aux élections sénatoriales. Or, les régionales et provinciales n'ont pas encore eu lieu. Le jour du scrutin, seuls les maires et élus municipaux, la plupart issus du parti au pouvoir, ont ainsi voté. Nous avons répété qu'il faut d'abord élire les grands électeurs, mais la Haute Cour constitutionnelle a dit non, on peut déroger aux règles, avait expliqué l'actuel président du Sénat, Rivo Rakotovaou. La Haute Cour constitutionnelle avait défendu la nécessité d'éviter un vide institutionnel à l'expiration du mandat actuel du Sénat. Revenant sur sa promesse de supprimer le Sénat, considéré comme budgétivore lors de la campagne présidentielle de 2019, Henri Rajoelina avait finalement décidé de réduire le nombre de sénateurs. Actuellement, au nombre de 63, ils ne seront plus que 18, 12 élus, les 6 autres désignés par le chef de l'État. Plusieurs centaines de personnes étaient rassemblées depuis le milieu de la matinée lorsque des policiers anti-émeutes sont arrivés pour les disperser. Des tirs ont été entendus, faisant fuir les manifestants dans un brouillard de gaz lacrymogène. Les corps de 2 hommes gisaient alors à terre dans une mare de sang, entourés de personnes secouées par les sanglots, a constaté le journaliste de l'AFP. Pendant la dispersion, au moyen de gaz lacrymogène d'une foule agitée, il a été rapporté que 2 personnes ont été tuées par balle
dans des circonstances qui restent à établir, a déclaré la police dans un communiqué. Le principal opposant du président Edgar Lungu était convoqué par la police pour des raisons encore inconnues. Les autorités avaient averti qu'ils traiteraient fermement les soutiens de Hakainde Hichilema. Les opposants avaient de leur côté promis de soutenir leur chef de file. À la tête du parti Uni pour le développement national UPND, Hakainde Hichilema est candidat pour la 6e fois à la prochaine présidentielle prévue en août 2021. Après avoir perdu de peu en 2016 et avoir passé 4 mois en prison pour trahison, après avoir contesté ce résultat, Hakainde Hichilema table sur le désenchantement des électeurs envers le président sortant, les divisions internes du parti au pouvoir et sa popularité croissante. Dans un message à la nation devant le Parlement réuni en congrès, le président Denis Sassou Nguesso a déclaré que la prochaine élection présidentielle devrait avoir lieu au plus tard le 21 mars 2021. Nous devons aller aux prochaines élections dans la transparence et la paix, en respectant les délais constitutionnels en vigueur, a-t-il déclaré. Mais le président Sassou Nguesso, 77 ans dont 36 au total à la tête du pays, n'a fait aucune allusion à sa propre candidature. Il a déjà été investi candidat par le congrès de son parti, le Parti congolais du travail, il y a tout juste 1 an. Il a de nouveau été désigné tout récemment par les 17 formations de sa majorité. Le président a également salué l'arrivée du vaccin anti-Covid et demandé une action capable d'en faire bénéficier le Congo. Dès lors, j'engage notre pays sur la voie du vaccin et je demande au gouvernement de mettre instamment en place un comité pour déterminer le type de vaccin le mieux adapté au Congo-Brazzaville, a-t-il déclaré. Au 21 décembre 2020, le pays d'environ 5 millions d'habitants a enregistré 6 579 cas confirmés pour 105 décès.